Alors, la dystrophie musculaire de Duchenne, c'est une maladie musculaire qui est liée à un défaut de dystrophine dans le muscle squelettique et qui va être présente, qui va s'exprimer chez des garçons à partir de l'âge de 3 ans. La dystrophine, qui est la protéine altérée, est une protéine qui est située juste sous la membrane de la fibre musculaire. Elle apparaît en rouge ici sur l'écran. Et c'est une protéine qui est très importante car elle fait faire un lien entre d'autres structures au voisinage de la membrane et les protéines contractiles, ici en jaune, qui servent à la contraction et qui servent à raccourcir le muscle. Quand cette protéine manque, elle altère le fonctionnement de la fibre, elle entraîne une fragilité de cette fibre qui souffre, qui va se nécroser, qui va disparaître. Dans la maladie de Duchenne, les premiers signes apparaissent vers l'âge de 3-4 ans, sous la forme d'une gêne à la marche, de difficultés à la course. Ce sont des enfants qui vont avoir du mal à monter les escaliers, qui le feront marche par marche, qui ne feront pas l'acquisition de la marche régulière, de la montée des marches régulières. Et c'est quelque chose qui pourra inquiéter les parents. Ça, ce sont les premiers signes cliniques, ce sont ceux qui sont les plus évocateurs typique de la maladie de Duchenne. Ça peut être aussi la difficulté à se relever du sol, de la position accroupie. Tout ça doit alerter les parents et le médecin généraliste. La dystrophine, c'est une protéine qui est exprimée dans le muscle, mais qui est aussi présente dans d'autres structures. Il y a le cœur, mais le cœur est aussi un muscle, et c'est aussi une protéine exprimée dans le cerveau. Un point important sur lequel on insiste beaucoup plus ces dernières années est le fait que le manque de dystrophine puisse également être responsable d'un retentissement cognitif chez les enfants, et donc d'avoir des enfants qui ont un certain retard. Et le fait est que l'on va avoir un diagnostic, on va poser un diagnostic de maladie de Duchenne chez certains enfants sur une porte d'entrée qui sera des difficultés à l'apprentissage scolaire, des difficultés à l'école en école primaire. Ça, c'est un point très important sur lequel il faut aussi souligner. Et puis comme cette dystrophine, elle entraîne une fragilité de la fibre musculaire, le muscle relargue un très grand nombre d'enzymes musculaires qu'on appelle les CPK, et un dosage de CPK dans le sang très élevé sera également un des signes, mais cette fois-ci biologique, un vrai marqueur biologique de la maladie. Alors comment est-ce qu'on va évaluer ce déficit de force? L'évaluation, c'est comme tout examen neurologique, elle repose d'abord sur l'observation. On regarde l'enfant marcher, on lui demande de courir, on va évaluer le temps qu'il met pour parcourir 10 mètres, le temps qu'il met pour se lever du sol, de la position assise par terre à debout, pour monter 4 marches dans un escalier, ou encore pour, de façon plus prolongée, faire une marche pendant 6 minutes, on regarde la distance qu'il peut parcourir. Ce sont des évaluations très globales, mais on va avoir des évaluations qui vont ensuite être plus précises, centrées sur un segment de muscle. Quelle est la force pour plier, fléchir l'avant-bras sur le bras? Est-ce qu'on la cote normalement, un petit peu diminuée? Et on évalue comme ça tous les différents segments de force, l'écartement des doigts, l'extension de la jambe sur la cuisse, les pieds. Bon, tout peut être évalué. Quelque chose d'extrêmement important. Ce que l'on va aussi regarder, c'est s'il y a des rétractions. Souvent, cette maladie va s'associer à des rétractions tendineuses. Alors, un enfant qui marche sur la pointe des pieds. Donc on regarde jusqu'où vont les articulations. On sait que l'articulation, elle peut être rétractée, on ne peut pas étendre les doigts complètement, ou elle peut parfois être hyperlaxe. Là, on va rechercher ces rétractions parce que ça sera un des éléments sur lesquels on peut jouer. Donc, évaluation de la force musculaire, évaluation de rétraction. Il y a également d'autres évaluations lorsque l'on voit ces patients-là, le cœur, cliniquement, mais aussi surtout avec l'échographie qui permet de savoir quelle est la force de contraction du cœur, quelle est la fraction de sang qui peut être éjectée par le cœur à chaque contraction, et puis la fonction respiratoire avec des tests respiratoires. Ce sont les 3 principaux éléments sur lesquels on va baser l'évaluation de la maladie. Parce qu'après, la maladie, elle va évoluer. Et dans l'évolution de la maladie de Duchenne, les troubles que j'ai décrits vont se majorer. Les difficultés à la marche vont se transformer en une impossibilité de marcher vers l'âge de 12-13 ans. La faiblesse musculaire au niveau des bras fera que vers la fin de l'adolescence, vers le début de l'âge adulte, les patients ont du mal à bouger les bras et ils garderont un contrôle d'un joystick sur un fauteuil roulant électrique, mais ils auront peu de mobilité par ailleurs. Et le retentissement, il se fait aussi au niveau du cœur, avec une insuffisance cardiaque, au niveau de la respiration et avec une gêne respiratoire, une insuffisance respiratoire qui peut être extrêmement sévère dans le cours de l'évolution de ces patients.
Alors qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour prendre en charge ces patients et pour les améliorer? La première chose, c'est le suivi régulier, tous les 6 mois quand ils sont enfants, tous les ans quand ils sont adultes, dans ce qu'on appelle des consultations multidisciplinaires, au cours desquelles un enfant va voir successivement le neuropédiatre ou le neurologue quand il est adulte, le médecin rééducateur, le kinésithérapeute, le pneumologue, le cardiologue, la généticienne, le psychologue. Il aura une échographie cardiaque, il aura des évaluations de marche telles que décrites, il aura des épreuves fonctionnelles respiratoires, parfois une prise de sang. On fait tout ensemble. Et l'évaluation de la force telle que je la décrivais, on la reproduit comme ça tous les 6 mois de façon à pouvoir précisément orienter la prise en charge kinésithérapique. Et la kinésithérapie, 1 fois, 2 fois par semaine, c'est parfois ressenti par les enfants, par les parents comme une contrainte, comme quelque chose qu'on fait par défaut, mais qui est en fait extrêmement important parce que par exemple, une kinésithérapie bien suivie va permettre de limiter des rétractions et pourra retarder ou éviter une chirurgie sur le pied, une chirurgie d'élongation de tendons ou autre. C'est quelque chose de très important. Cette prise en charge kinésithérapique, elle s'associe à une prise en charge en termes de médicaments. Et on sait maintenant, c'est quelque chose qui est prouvé, que les corticoïdes donnés dès le début de la maladie, dès le moment du diagnostic, vers l'âge de 3, 4, 5 ans en général, ces corticoïdes pris au long cours vont permettre de retarder l'apparition de la perte de la marche, vont décaler la perte de la marche de 1 à 2 ans. Premier élément. Deuxième élément, la prévention d'atteinte cardiaque. Un médicament, qui est le péridopril, va être donné dès la fin de la première décennie pour diminuer, pour ralentir l'évolution de l'insuffisance cardiaque. Et là, c'est quelque chose qui est extrêmement utile aux patients. Ce sont les 2 principaux médicaments qui sont actuellement utilisés. Et puis après, on a les pistes thérapeutiques. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour améliorer ces patients? Le fait est que la dystrophine, la protéine que je vous montrais tout à l'heure, manque dans ce muscle. Donc le premier élément, c'est de dire, l'élément salvateur serait de dire, on fait une thérapie génique, on apporte le gène de la dystrophine, le muscle se remet à fabriquer la dystrophine et tout est réglé. Ça, c'est la vue idéal de l'histoire, et le fait est que c'est quelque chose sur lequel on avance et sur lesquels on va réussir à un moment donné à introduire la dystrophine. Le principal écueil étant que le gène dans les chromosomes, dans l'ADN qui fabrique la dystrophine est extrêmement gros et il est difficile de le fournir en entier. Donc des chercheurs travaillent avec des petits segments de dystrophine, de ce qu'ils appellent microdystrophine, pour améliorer les choses. Des essais thérapeutiques sont en cours qui vont chercher à faire produire de la dystrophine en introduisant ce gène. On a d'autres mécanismes et d'autres pistes. On va chercher à remplacer, à corriger les conséquences de la maladie. Cette dystrophine qui manque dans la fibre musculaire squelettique, elle retentit à la fois sur la rigidité de la membrane, mais aussi sur le fonctionnement métabolique du muscle. Et depuis 10-15 ans, on connaît beaucoup mieux le fonctionnement de la fibre musculaire squelettique, et on sait quelles sont les étapes qui sont altérées par le manque de dystrophine. Et on sait qu'on peut agir ici de façon symptomatique, de façon pharmacologique sur certaines de ces étapes pour ralentir l'évolution du process. Et il y a de très nombreux essais thérapeutiques avec de nouvelles molécules qui sont actuellement en cours. Et puis d'autres pistes, on peut aussi modifier l'expression des gènes, favoriser, s'il y a une mutation sur le gène, cette partie d'ADN qui code la dystrophine, on peut essayer de passer par-dessus la mutation pour faire exprimer une dystrophine qui serait peut-être un peu incomplète, mais qui serait améliorée par rapport à l'absence complète de dystrophine. Et puis une autre piste serait carrément, cette fois-ci, de fournir des cellules musculaires qui proviennent d'un organisme normal, c'est ce qu'on appelle la thérapie cellulaire, à partir de cellules souches qui peuvent être obtenues chez un frère et sœur, un frère ou une sœur, ou quelqu'un d'apparenté ou autre, et on introduit ces cellules et elles vont fabriquer la dystrophine, elles vont remplacer les cellules du patient qui est atteint de la maladie. L'idée générale qu'il faut retenir de ces nouveaux traitements qui vont arriver, c'est qu'il n'y aura probablement pas un traitement qui va tout corriger, mais que ça sera une association de plusieurs de ces pistes thérapeutiques que je vous ai décrites, et qui fait qu'au fur et à mesure, là encore, ça ne sera pas un traitement, ça ne sera pas du jour au lendemain, mais au fur et à mesure, si on prend le marqueur de la perte de marche, au lieu de perdre la marche à 11-12 ans, puis maintenant 13-14 ans, ça sera 14-15, 16-17, 19-20, et puis peut-être est-ce qu'ils conserveront la marche ultérieurement? Et il y a de vrais espoirs dans les années qui viennent pour que l'évolution de la maladie de Duchenne, que l'on vient de voir, soit modifiée par ces traitements à venir.